Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 2 de la bataille de la Marne, plus précisément la bataille de l'Ourcq ou la bataille de Mulciens. On voulait vous remercier énormément pour en fait avoir été aussi nombreux à avoir regardé le premier épisode. Alors dans le premier épisode, je suis encore accompagné, j'ai l'honneur d'être accompagné par Guillaume Gosselin, le capitaine. Le capitaine. Et pour ceux qui n'ont pas vu encore le premier épisode, je suis Jean-Christophe Ponneau, le président des Amis du Musée. Aujourd'hui, nous sommes à Choconin-Neufmontier, précisément Neufmontier, pour vous expliquer ce qui s'est passé en fait sur ce territoire, sur ce village, des choses extraordinaires qu'on va voir. Et pour pouvoir en fait nous expliquer réellement ce qui s'est passé, on a demandé à un historien, un passionné local de renommée internationale, Didier Gross, de nous expliquer ce qui s'est passé ici. Bonjour Didier, Didier Gross, d'Histoire et Collection. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en fait l'histoire de l'association aussi qui s'occupe du village ? L'association a été créée il y a environ 25 ans, je pense, par un groupe de passionnés qui s'appelait notamment Martial de Rinck. On salue Martial de Rinck, qui est en Normandie, je crois. Qui est en Normandie, le même temps que nous. Qui a le même temps que nous. Il est du côté des plages de débarquement. Et par Guy Leplat qui devrait nous rejoindre incessamment sous peu. Et l'association s'est fixée pour but de faire une suite d'événements, soit portant sur les différents scénarios de l'histoire, en général, pas forcément sur la Première Guerre mondiale, et puis des sorties. Une association de passionnés qui défend la mémoire et vous protégez la mémoire. Alors à ce titre, en fait, vous avez fait de nombreux travaux, vous avez fait de nombreuses recherches sur ce qui s'est passé ici. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte ? En fait, dans l'épisode numéro 1, nous étions sur Villeroy, Monthyon. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte ? On est ici à Choconin-Neufmontier, particulièrement Neufmontier. Alors, oui, bien sûr. On va reprendre sur cet épisode 2, là où le capitaine honoraire Gosselin s'était arrêté. Donc, la brigade marocaine qui avait réussi à rejoindre Choconin-Neufmontier se trouve obligée de battre en retraite devant l'afflux des troupes allemandes. Alors ces mêmes troupes allemandes arrivent par Choconin qui était en bas. À l'époque, c'était deux villages différents. Incendie des maisons à Choconin. En passant, ils balancent des torches de résine à travers les fenêtres, continuent à monter et arrivent ici même où nous nous trouvons, où c'était une grande ferme, la ferme de Monsieur Profit. C'était une grande ferme, le bâtiment, tout le bâtiment, en fait, nous sommes... Tout autour, voilà, c'est ça. Voilà. Les Allemands incendient l'ensemble des bâtiments, les étables, les hangars. Est-ce qu'il restait de nombreux habitants dans Choconin ? Non, Choconin était totalement évacué. Neufmontier était totalement évacué de ses habitants. Ils incendient, et en fait, pourquoi ils incendient en fait ? Sans motif valable, c'est la guerre. C'est la guerre. D'accord. La politique de la terre brûlée. Voilà, en quelque sorte. Alors, ils incendient toute la ferme, à l'exception du logement d'habitation qui se trouve ici. Et qui va devenir qui deviendra il le pille quand même, il pille tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais il ne l'incendie pas. Je pense que c'est pour y penser s'en servir une utilisation ultérieure. Voilà. Donc nous sommes le 5 au soir. Alors nous sommes le 5 au soir lorsque les Allemands sont arrivés. Ils ont donc nous l'avons dit, incendié la ferme et gardé le bâtiment principal qui se trouve ici et qui en 1987, je crois, de mémoire, a été transféré en mairie, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Parallèlement, ils ont mis leurs blessés dans l'église qui se trouve derrière moi et ils l'ont utilisé comme hôpital de campagne.
se servant de l'hôtel comme table d'opération. Il faut noter qu'il n'y avait pas que des Allemands. Ils ont aussi récupéré, il y avait des blessés marocains, parce que les Marocains avaient envahi le village quelques heures auparavant. Ils ont également soigné les Marocains. Ils ont reçu... On va y aller d'ailleurs, on va aller voir dans l'église, en fait il y a des choses assez remarquables. Tout à fait. Mais avant d'aller dans l'église, oui, bien sûr. Ils ont reçu un ordre de leur état-major devant l'afflux des forces françaises qui étaient en train de se... C'est toute la 6e armée qui arrive ici. Donc ils décident de se retirer. Ils décident de se retirer et ils commencent à évacuer dans la nuit à 2h vers 2h, 2h30 du matin. Il n'y a plus d'Allemands dans le village. Les soldats français et marocains qui se sont repliés sur Villeroy se reposent pendant la nuit et vers 6h du matin remontent sur Neufmontier, où nous nous trouvons, où il n'y a plus personne, il n'y a plus d'Allemands, sauf l'hôpital de campagne que les Allemands ont laissé avec les infirmiers et les blessés. Ils font prisonniers les blessés allemands. Comme on peut le voir justement derrière, on a une évocation d'un prisonnier allemand. Un beau prisonnier allemand là. Ils font prisonnier donc les Allemands qui sont dans l'église. Oui, et les transfèrent vers l'ancienne mairie, qui est juste là aussi ce bâtiment ici. Ils y mettent à la place leurs propres blessés, mais comme ils sont trop nombreux, la bataille ayant été extrêmement violente la veille, ils transfèrent l'excédent de blessés vers la ferme de M. Bailly qui se trouve derrière nous également, et une centaine de blessés, et également dans la mairie qui était l'ancien bâtiment de la ferme Profit. Voilà, merci nous en Didier. sommes à ce stade-là. On va aller maintenant découvrir en fait l'intérieur de l'église. Il y a des choses remarquables à l'intérieur. On va s'y rendre. Eh bien, de retour, Jean-Christophe. Mon capitaine, nous voilà dans l'église de Chauconin. Exactement. De Neufmontier, exactement. Oui. Nous avons la chance d'avoir avec nous un superbe prisonnier allemand. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu et en tout cas lui demander de nous expliquer un peu son uniforme pour qu'on connaisse un peu mieux l'uniforme allemand? Exactement. Donc là, on a la chance d'avoir un sergent de l'armée allemande et je lui ai demandé de présenter son uniforme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de comparer les deux uniformes. On voit déjà qu'en termes de visibilité, notre sergent est quand même plus invisible, si on peut dire, n'est-ce pas? On est un peu plus camouflé, on est un peu plus dans le terrain, ouais. De par les couleurs. La couleur fait le gros. Effectivement, après la guerre des bourgs, on s'est aperçu que les uniformes colorés n'étaient pas tout à fait le panaché pour faire la guerre. Ouais. Donc il y a eu les armées européennes ont fait une remise en cause pour la dissimulation. Sauf la France. La France avait dans les tuyaux une possibilité, mais malheureusement, ça n'a pas été adopté parce qu'on avait l'impression qu'on vous ressemblait trop. Donc, votre pantalon, c'est quelle couleur? Normalement, au début de guerre, il est gris avec un liseré rouge. Comme nous, il est rouge sans liseré gris. Et au fur et à mesure du conflit, l'Allemagne va simplifier ses uniformes, il va devenir felgro. D'accord. Et donc, c'est quoi ce que vous portez en haut? Ça, c'est une blouse. Une blouse. Une 0710. Ouais. Et donc, quels sont les éléments qu'on retrouve sur votre blouse qui permettent de... Alors, pour trouver que le 0710, c'est que malgré la modernité de la couleur, l'armée allemande est restée quand même un petit peu dans
dans des coupes désuètes, avec beaucoup de détails. Les parements, les boutons apparents, et au niveau des armoiries des États. D'accord. Donc vous êtes de quel État alors? Je suis un 73e fusilier régiment, je suis prussien. Ah, d'accord. Donc c'est vous qui étiez déjà là en 70? Oui, alors plus précisément, le 73e fusilier régiment est hanovriens. D'accord. Mais c'était sous domination prussienne. Et donc là, sur vos pattes d'épaule, on a la reprise de votre... On a sur la patte d'épaule, on a le numéro du régiment avec un liseré blanc qui est le liseré de l'infanterie. Et en plus, les régiments hanovriens, certains régiments hanovriens portaient la bande de bras Gibraltar. Vous étiez donc britannique? Non, c'était une façon honorifique de nous récompenser pendant les guerres de 7 ans que les régiments hanovriens ont défendu le rocher de Gibraltar pour les Britanniques. Très bien. Moi, ce qui pourrait aussi m'intéresser, c'est en fait au niveau des chaussures. On voit qu'en fait, il y a une différence aussi. Vous portez des bottes, c'est ça? Oui. Alors par rapport au fantassin français qui lui porte des brodequins en début du conflit avec des guettes et au fur et à mesure avec des bandes moltières, les Allemands, eux, ont les bottes. Mais dans le conflit, ils vont aussi porter des brodequins avec des bandes moltières. Pour quelle raison, en fait, les Allemands vont abandonner les bottes pour les brodequins, alors? Parce que le pied bouge un peu et il se passe que la guerre des tranchées, dans la boue, quand la boue rentre dans la botte... La botte s'en va, la botte reste. Et oui. Mais je crois qu'il y avait un petit accessoire qui permettait... Oui, alors il y a des faux éperons qu'on peut mettre pour maintenir le pied et qui permettaient pour la marche d'éviter que ça bouge et autres. Ensuite, il y a aussi les chaussettes russes. D'accord, oui, à l'intérieur. Ouais. À l'intérieur, les chaussettes russes. C'est une bande de tissu qui est pliée d'une certaine façon pour protéger le pied des ampoules et pour caler la botte. J'ai vu, c'est efficace. Hein. Les Russes, ouais, c'est très bien. Et donc, vous avez déjà une décoration? Effectivement, parce que là, on a un petit peu avancé dans la période. En 1914, les soldats qui étaient décorés de la croix de fer de deuxième classe, ça commence. Il n'y en a pas énormément. Vous êtes un sergent valeureux quand même. Blanchi sous le harnais. Et la décoration, par contre, c'est 1918, c'est la médaille des blessés. Ouais. Très bien. En fonction du nombre de blessures, il y a certaines graduations. Noir, bronze et or. Très bien. Entre autres, le Ernest Junger, qui servait au 73e fusilier régiment, a été blessé 13 fois. Pourtant, c'est un porte-bonheur. Justement, alors au niveau des blessures, en fait, cette église en fait servait d'hôpital de campagne. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin justement sur les types de blessures et comment on pouvait les soigner en 1914? Effectivement, en termes de blessures, ce qu'il y a, c'est que vous allez avoir les premières blessures par balle, donc des plaies transfixiantes. Soit la balle rentre, ressort, soit la balle reste. Le deuxième type de blessure, les blessures avec les obus. Donc vous allez avoir des fragments d'obus, vous allez avoir des shrapnels. Donc le shrapnel, c'est un obus qui est tiré à une distance d'environ 200-300 mètres. Quand les shrapnels tombent, automatiquement, ils blessent et ils tuent les victimes. Ensuite, on va avoir des blessures par brûlure. Donc malheureusement, des soldats peuvent être brûlés. Et après, on va avoir des blessures, on va dire de la bobologie, parce que quand on marche, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut avoir des ampoules, on peut avoir des entorses. Et on a aussi malheureusement la possibilité de se casser un bras, de se casser un doigt, de se blesser de façon récurrente. Et bien entendu, ce qui faisait toujours peur à l'époque, c'est la blessure par arme blanche. Savoir qu'avec la baïonnette, on peut aussi avoir ce type de blessure. Ben voilà, nous avons d'ailleurs des infirmiers qui arrivent. Voilà, donc. Ce sont de beaux infirmiers. Ah oui, ce modèle, c'est... Français, oh là là. Des gaillards, soupe. Oui. Il est costaud, c'est un beau gaillard. D'ailleurs, il fallait qu'il porte aussi les brancards. Et nous avons donc un infirmier allemand. Alors, ce qu'il y a de triste et de particulier, c'est que autant sur le champ de bataille, ils vont s'entretuer, mais quand ils vont se retrouver ici, sachant que je crois que l'église était dans un premier temps occupée par vous et vos blessés. Absolument. Lorsque les Français vont arriver, ils vont fraterniser avec les infirmiers allemands, sachant que bien que ce soit la guerre, il n'y a pas de ségrégation en termes de blessés. Donc, nous avons le blessé nous avons l'infirmier que l'on repère avec son brassard. Et je crois que vous pouvez nous parler d'une spécificité liée au brassard. En fait, le brassard est lié aux conventions de Genève qui avaient eu lieu en 1864. Et donc, tous les brancardiers et infirmiers en fait désarmés le portaient. D'accord. Et donc, ici, est-ce qu'on peut dire que c'est un hôpital ou est-ce que c'est un nom particulier ? C'était appelé hôpital de campagne. Hôpital de campagne, un poste avancé, un hôpital de campagne en fait. Ce qui fait que vous pouvez faire quoi comme intervention ? Alors, on va essayer de soigner, on va pouvoir amputer
S'il y a besoin, il faut 5 minutes en fait logiquement pour amputer et cautériser la plaie, pour espérer sauver le soldat en fait. Et donc là, sur le champ de bataille, ça a été majoritairement quoi votre travail? Soigner les blessés, les ramener au plus vite. Ouais, Trier les blessures par balle, blessures par baïonnette. Ouais, par baïonnette. Trier, savoir ceux qui étaient, on va dire, transférables dans un hôpital après, ceux qui devaient être, qui ne pouvaient pas être transférés. Oui, et donc au niveau des blessures, il y a certains blessés qui sont en mauvais état, d'autres qu'on peut évacuer. Ah ben, je vois d'ailleurs que vous avez des étiquettes. Oui, au musée de la Grande Guerre, en fait, il y a tout un tas de documents, et entre autres, il y a ces documents-là. Alors, cher infirmier, vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi pouvaient servir ces étiquettes? Alors en fait, depuis les armées napoléoniennes, on effectue un tri sur les blessés. Donc on va avoir la première étiquette rouge qui signifie que le blessé n'est pas évacuable. Donc on va le mettre dans un coin, s'il survit, on le soignera, s'il ne survit pas, malheureusement, on s'arrête là. Il y a le blessé évacuable, et là, dans ce cas-là, on va le soigner et on va essayer de le faire partir dans un hôpital, soit par le train, soit en véhicule hippomobile. Et chaque blessé aura sur lui une fiche de blessure, et où tout sera expliqué pour, quand il arrivera à l'hôpital, on puisse continuer à le soigner. Donc Jean-Christophe, on va les laisser partir à leurs travaux malheureusement pénibles, et il y en a, oui. Et puis nous, on va aller retrouver notre civil. Notre civil. Merci, messieurs. À bientôt. Il s'est pris un shrapnel quelque part, mais on ne sait pas bien où. D'accord. Ouais. Ça saigne à peine. Commencer par déshabiller. Ouais. Ouais. Mon gars, t'as mal où? Mon gauche. Mon gauche. Voilà, les salement. Okay, il y a une trace, mais ça c'est. Il est salement amoché là. Passe-moi la teinture d'iode. Le seul médicament qu'on avait vraiment à cette période pour désinfecter. Levez-vous. Tiens, tu peux appuyer. On va déboutonner, on va regarder. Il n'y a pas d'autres blessures? Bon. Tiens, tu sais écrire? Ouais, son nom, je peux écrire, ouais. J'ai pas de mine, merde, on va prendre ça. Voilà, on va pouvoir te transporter, on va pouvoir te soigner. Hier, on va pas retirer la shrapnel là parce que j'ai peur que tu résistes pas sinon au transport. Il n'est pas dilaté. Hop, mets-lui ça au poignet ou à la main. Serrez fort. Voilà. Voilà, on peut l'évacuer, il faut l'amener au plus vite, soit au train, soit avec un véhicule hippomobile, il faut l'évacuer. Bonjour Marine. Bonjour. Ça va, pas trop froid? Un petit peu. Donc tu es là pour en fait évoquer le rôle des civils en fait au niveau des hôpitaux de campagne, et en tout cas en quoi pouvaient aider les civils au niveau des blessés? En effet, dès le début de la guerre, les hôpitaux sont saturés et on va tout de suite demander à la population de s'impliquer, d'accueillir les blessés chez eux, de participer à aux soins et à leur rééducation. En début de guerre, on n'a que très peu d'infirmières professionnelles. On a uniquement 30 000 infirmières. Normal, avant, le soin était un acte bénévole et qui était souvent tenu par les religieuses. Et c'est seulement vers la fin des années 1800 qu'on se rend compte que le soin doit être un acte professionnel car ça nécessite des connaissances et des compétences précises. Ainsi, la première école d'infirmières va ouvrir à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, uniquement donc en 1907. D'où le fait qu'on ait très peu d'infirmières en début de guerre et qu'on demande rapidement aux civils de s'impliquer. Donc vous envisagez à très court terme de devenir infirmière? En effet. Je pense rejoindre l'une des 3 sociétés de secours qui est mise en place. Il y a actuellement la Société de secours aux blessés militaires, l'Association des dames françaises et l'Union des femmes de France. Je vais rejoindre l'une de ces 3 associations et m'impliquer auprès de nos soldats. Je crois que les infirmières avaient un petit nom, un surnom, en fait, on les appelait les anges blancs. Au début du conflit, c'est vrai que vous êtes surtout là pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui des soins palliatifs. Vous n'intervenez pas réellement sur les malades. Pas vraiment. De toute façon, nous n'avons pas réellement la formation pour. Étant donné que nous sommes attendus très rapidement sur le terrain, nous n'avons que 15 jours de formation
et c'est principalement de la théorie. On va apprendre les bases de l'hygiène, la base des soins, comment penser, suturer une plaie, prendre une température ou un pouls ou faire une toilette. Et donc après, il va y avoir une montée en puissance au niveau des compétences. Oui. C'est comme pour les médecins, nous allons apprendre sur le terrain, car comme tout le personnel médical, on va faire face à de nouvelles blessures qu'on ne connaissait pas, notamment avec les éclats d'obus ou l'apparition des lance-flammes. Et des gaz. Et des gaz, malheureusement. On va donc surtout être là au début pour accompagner les soldats blessés, être leur réconfort de tous les jours. Ce qui veut qu'après de 15 jours, on va passer une période plus importante? Non, nous restons sur 15 jours de formation, nous allons apprendre sur le terrain. D'accord. Et donc vous risquez votre vie? Parce que même si vous n'êtes pas sur le front au sens strict, plusieurs infirmières, je crois, sont mortes en service. Les infirmières vont également payer le prix de la guerre, le tribut de guerre. Plus de 300 d'entre elles vont mourir suite au bombardement, car n'oublions pas, elles étaient aussi pour certaines très proches du front, mais également suite aux maladies contractées en service. Et plus de 2500 d'entre elles vont être blessées. Et donc la tuberculose va aussi faire des ravages. Et après, vous allez enchaîner sur la grippe espagnole. Fait que même si la guerre est terminée, vous allez continuer votre activité. Très bien. Ben, merci beaucoup. Heureusement, l'État français va le reconnaître. Oui, parce que certaines vont être médaillées. Oui, plus de 10 000 d'entre elles vont être décorées par l'État français, dont 323 légions d'honneur vont être décernées. Voilà. Didier, voilà, c'était pour présenter en fait à nos internautes en fait des petits trésors en fait de la collection d'Histoire et Collection. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce casque? Ce casque, c'est un don qui nous a été fait par une dame de Chauconin-Neufmontier, qui l'a retrouvé dans son grenier et qui vraisemblablement appartenait à un soldat allemand qui l'a laissé avant de quitter le village. Un témoignage. Voilà, donc c'est précieux parce qu'il n'en existe pas beaucoup dans cet état-là. Et on le garde précieusement comme un trésor. Dans l'église, on a aussi d'autres trésors. Et en fait, est-ce que des choses qui sont incroyables que vous avez réussi à conserver avec l'association? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui était inscrit sur les murs de cette église? Alors, ces inscriptions ont été faites par les blessés. Qui étaient soignés ici même, et ils ont laissé un souvenir, notamment celui-ci. Souvenez-vous de l'année 1914. C'est simple, mais... c'est très émouvant de voir en fait que les soldats blessés dans l'église ont laissé. Il y en a plusieurs dans l'église. Donc voilà, c'est des choses aussi, lorsque c'est possible, aux Journées du patrimoine, je sais que l'église est ouverte, les gens pourraient venir découvrir en tout cas ces témoignages très émouvants en fait de la bataille. Elles ont été protégées, les inscriptions ont été protégées sous plaque pour qu'elles ne subissent pas les dégradations avec le temps. Il y en a d'autres, mais bon, c'est le même schéma d'inscription et de souvenirs. Simplement, c'est émouvant parce que ce sont des gens qui peut-être n'ont pas survécu non plus à leurs blessures, mais qui ont laissé ce souvenir pendant à peu près les 10 jours où l'église a servi d'hôpital. Merci Didier. Bonjour Noria, bonjour Djamel. Bonjour.
Alors Bonjour. nous sommes ici devant la stèle à la mémoire des soldats de la brigade marocaine. Est-ce que tu peux nous parler de l'inauguration? Mais avant de nous parler de l'inauguration, pardon, est-ce que tu peux te présenter? Tu es président d'une association et j'aimerais qu'en fait nos internautes connaissent ton association. Bien sûr, alors je suis Nouria Zendafou, épouse de Rezeg. Alors je suis présidente de l'association Mémoire France-Maroc, qui est une association qui est dédiée au travail de mémoire concernant les troupes coloniales et plus précisément les troupes marocaines qui se sont engagés auprès de leurs frères d'armes français dans les deux grandes guerres. Au niveau des actions, il y a des choses extraordinaires que tu fais avec ton association. Je voudrais que tu nous parles un peu de ces marches. On va en reparler un petit peu après, mais l'objectif, c'est quoi alors? C'est de faire... C'est de transmettre en fait cette histoire, l'histoire de l'engagement des troupes marocaines, de l'histoire de leur rôle dans la Première Guerre mondiale, et transmettre cette histoire précisément aux jeunes générations et aussi aux parents qui découvrent. En fait. Donc tu as fait venir, en fait, sur les pas de la brigade marocaine, tu as fait venir des centaines de personnes, c'est ça? Oui. Ah, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de cette stèle? Quand est-ce qu'elle a été inaugurée alors? Elle a été inaugurée le 16 septembre 2017. Alors c'est une stèle qui avait été prévue déjà en 2011 quand on a réalisé le chemin de la brigade marocaine. Et elle a été réalisée par un concours de circonstances parce que bon, j'avais contacté un enseignant dans le bâtiment à l'AFPA de Meaux. Et donc je lui ai parlé du projet, il a tout de suite adhéré, il a été emballé par le projet parce que dans son équipe, auprès de ses élèves, il avait des élèves issus de toute origine et ce travail sur la mémoire, sur l'identité qui préoccupe beaucoup de nos jeunes aujourd'hui et à ce moment-là, il a tout de suite été emballé et dans le cadre pédagogique de sa formation, il a contribué à la réalisation de cette stèle qui a été inaugurée donc en septembre 2017. Je crois qu'il y avait l'ambassadeur. Il y avait son Excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Monsieur Chakib Ben Moussa. Il y avait Monsieur Jean-François Copé, donc président de la communauté d'agglomération de Meaux, et puis bien sûr Monsieur Michel Bachmann, le maire de Choconin-Neuf-Montier, ainsi que... Alors pour que les internautes comprennent bien en fait l'histoire de la brigade marocaine qu'évoque ici Jamel de... merveilleux, hein, l'uniforme merveilleux. On détaillera un peu plus l'uniforme tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours? Comment en fait des troupes marocaines se sont retrouvées à se battre ici, à côté de Briare en fait? D'où sont-ils partis? En quelle année? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Bien sûr. Alors pour expliquer un peu le contexte, le Maroc est sous protectorat français depuis 1912 et avait déjà donc des troupes d'armée marocaines mobilisées dans le cadre de la pacification du Royaume du Maroc. Et donc en 1914, au moment du début du conflit, le résident général, donc le maréchal Lyautey, qui était donc en charge de cette pacification, la France lui a demandé de mobiliser des troupes marocaines. Et il a, dans un premier temps, constitué 2 régiments de soldats marocains venus de tout le Maroc. Et ces 2 régiments sont partis. Il y a un régiment qui est parti de Casablanca en bateau, en longeant les côtes. Il est passé par Mehdia, près de Kénitra, où il a embarqué d'autres troupes marocaines. Et il est passé donc par le détroit de Gibraltar et il est monté jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Voilà. Ils ont débarqué à 7. À 7. Et l'autre régiment alors? Le deuxième régiment était basé dans une base militaire à Koudiat el-Biad. Et donc ils sont partis à pied en fait jusqu'à la région de l'Oriental, donc de Koudiat el-Biad jusqu'à Taourit à pied. Et c'est pour ça qu'on les appelait aussi des chasseurs indigènes. La brigade de marcheurs. Voilà. Et donc, ils ont été jusqu'à Taourit. Et là, ils ont pris le train jusqu'à Oujda. Et de Oujda, ils ont été par Oran pour embarquer en bateau et rejoindre donc le premier régiment à 7. Ils arrivent à 7, donc on doit être fin août à peu près. Voilà, ils sont partis vers le 10 août, mi-août. Mi-août, ils arrivent à 7. Là, ils prennent le train pour aller jusqu'où? Ils remontent jusqu'à Amiens. Un coup à pied, ils ont fait des trajets à pied, par train, jusqu'à Amiens. Il me semble qu'ils s'arrêtent aussi un peu à Bordeaux à un moment. Oui, avant, à Amiens. Bien sûr. Oui. Et là, à Amiens, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à ce moment-là qu'ils sont intégrés à la 6e armée dont on a parlé dans l'épisode précédent, l'armée de Monori. Et donc, cette 6e armée qui doit à la base défendre
prendre Paris. Et ce qui fait que de Amiens, ils vont redescendre à pied à côté du 276e régiment de notre capitaine et en fait combattre ici, arriver à Villeroy. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode que la brigade marocaine va engager un combat pour prendre le bois du Télégraphe sur Choconin-Neuf-Montier, sur Panchard. C'est plus de 1100 morts, ils étaient 4000 à peu près. 4000 à partir du Maroc. Ils arrivent ici, c'est plus de 1100 morts en à peu près 2 heures de combat. C'est plus de 36 000 cartouches. C'est vraiment en fait un régiment, ce sont 2 régiments en fait de soldats extraordinaires, une bravoure extraordinaire et en fait il me semble que en fait ça va être un des régiments les plus décorés de l'armée française en effet par rapport à ça. Et cité aussi. Pour pouvoir faire le lien avec le Maroc, je crois que tu as un projet aussi concernant en fait une autre stèle qui sera déposée. Où celle-là? Alors ça dépendra des autorités marocaines, voilà. Mais le projet est là, c'est-à-dire que réaliser la stèle à l'identique, étant donné qu'on a hérité de la matrice, donc on a le projet de réaliser la même au Maroc. Alors il y aura nous avons 3 lieux privilégiés, mais on laisse le choix. On laisse le choix. Et en fait, on participe aussi. J'ai entendu un autre projet. En fait, alors ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que à la fin de la Première Guerre mondiale, il existait des bornes dans lesquelles on mettait la terre de telle ou telle bataille. Il y avait la borne de Verdun, la borne, on en a parlé avec Philippe Braquet aussi, de la bataille de la Marne. En fait, il y a un projet de récupérer la terre de la bataille où les Marocains sont tombés. Voilà, des champs des champs, voilà, juste à côté de la terre de la bataille, de la faire fabriquer cette borne par des élèves apprentis, c'est bien ça? Tout à fait, au centre de formation des apprentis à Aucaire. À Aucaire. Donc, qui sont encore une fois, l'idée c'est d'emmener cette terre dans ces jardinières. Voilà, et de les emmener au Maroc. Voilà, au Maroc. Et là, on a une idée un peu plus précise, à savoir les placer en fait dans les 2 gares d'où sont partis les tirailleurs marocains, notamment à Taourirt et à Oujda, devant les gares. Voilà. Très bien. On va pouvoir maintenant évoquer, en fait, puisqu'en 2011, en fait, il y a eu l'inauguration en fait, d'un chemin de mémoire. C'est ce chemin que tu fais découvrir en fait à toutes ces familles. L'idée, c'est qu'on va aller justement devant le point de départ de cette marche. Très bien. Alors Nouria, on est devant en fait le point de départ en fait d'une marche, d'une promenade mémorielle qui s'appelle Sur les pas de la brigade marocaine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Donc en fait, ce chemin de randonnée a été créé en 2011 pour justement retracer le chemin mené, pour nous amener plutôt vers l'endroit, les lieux où ont combattu les soldats marocains. Combien de kilomètres à peu près? À peu près 7-8 kilomètres. Il y a 2 circuits. Il y a 2 circuits. Voilà. Toute la famille peut y participer? Absolument, absolument. À pied, à vélo, on l'a déjà fait, grand, petit, je dirais, j'ai eu la plus jeune avait 5 ans. Avait 5 ans. 5 ans, jusqu'à 78 ans. Alors pour tous les internautes, en fait, sachez qu'il existe un site web sur le site de la mairie de Choconin. Un peu partout, vous trouvez en fait le dépliant qui vous permet en fait. Mais là, on est au point de départ, donc pour une promenade. Et c'est vrai que vous allez parcourir en fait tous les endroits où en fait a combattu la brigade marocaine. Merci Nouria. Je t'en prie. Alors mon capitaine, on est là pour évoquer un petit peu cet uniforme particulier de la brigade marocaine. C'est vraiment comme ça qu'en fait la brigade marocaine était en 1914? Exactement. On a un uniforme qui représente la configuration parfaite du tirailleur marocain en septembre 1914. Alors on va commencer par l'élément le plus distinctif, parce que c'est vrai qu'avec l'armée française nous avions des képis, et là on va avoir quelque chose de particulier, la chéchia. Donc la chéchia qui est recouverte par un chèche. Oui, on voit que c'est rouge en dessous, c'est ça? Effectivement. D'accord. Et les tirailleurs marocains avaient une spécificité sur leur chéchia, c'est qu'ils avaient une chéchia plus haute que les autres tirailleurs. Elle faisait 25 cm de haut alors que les autres étaient à 20 cm. Et en termes de visibilité, le chèche qui fait 2,50 m sur 80 cm de large est entouré. C'est un morceau de tissu qui entoure. Tout à fait. D'accord. Et ce morceau de tissu, là on voit un pan qui est gardé là sur le côté. Ce pan servait aussi pour protéger la nuque. Donc il y avait quelque chose qui avait quand même été un petit peu pensé. On a ici donc une vareuse qui est donc dans une toile sable, sachant qu'à l'origine, les troupes devaient être dans un pays où il fait chaud. Et on a donc 7 boutons bombés. On a un pantalon, alors logiquement on devrait avoir un pantalon un petit peu plus large, c'est une des différences. Une ceinture de flanelle rouge. Ensuite l'équipement, on a les bandes moltières noires.
qui sont aussi spécifiques des tirailleurs. Et les tirailleurs, quand on est en hiver, ils vont avoir un vêtement plus spécifique Un burnous. Le burnou, hein, qui va pouvoir lui permettre de lutter contre le froid. Est-ce qu'il y avait des grandes différences, d'autres différences? Il m'a semblé entendre en fait au niveau de la gourde. Effectivement, le bidon. Le bidon. Voilà, le bidon possédait déjà un bidon de 2 litres, à la différence des soldats qui étaient présents dans cette première bataille de la Marne, cette bataille de l'Ourcq. Donc lui possédait un bidon de 2 litres. Ce qu'on va avoir après comme élément spécifique, on a comme les Français les 3 cartouchières, on a à chaque fois 40 cartouches à l'intérieur et en termes autrement d'éléments, on a une couleur particulière sur les parements de colle. Mais autrement, le soldat aimait bien, les tirailleurs marocains étaient des combattants très fiers et ils se sont battus avec un énorme entrain et un allant, n'économisant ni leur force ni leur vie. Et au niveau de la nourriture, en fait, la majorité, si ce n'est en fait l'entièreté, était de confession musulmane. Comment ça pouvait se passer pour les troupes musulmanes au niveau de l'intendance et au niveau de la nourriture? L'intendance faisait très attention à ce détail qui pour eux n'était pas justement un détail, ce qui permettait donc aux soldats de confession musulmane de pouvoir manger de la nourriture qui rentrait dans le cadre de leurs croyances. Et un petit élément qui me revient mais qui est important, c'est vrai que pour les troupes françaises, ils avaient un havre-sac, oui. Alors que pour les tirailleurs, on avait un autre objet qui s'appelait le barda sénégalais, parce qu'ils enroulaient tout dans une couverture. Juste, il me semble que tous les régiments ont une fanfare, en fait, lorsqu'ils défilent, etc. Est-ce que les troupes marocaines avaient aussi une fanfare? Et oui, on a une spécificité pour les formations musicales qu'on appelait les noubas. Et d'ailleurs... Faire la fête, faire la nouba, ça vient de là alors mon capitaine? Effectivement, je pense que ça vient de là, oui, sans aucun doute. Au niveau de l'armement, c'était pareil? Ils avaient le Lebel. Le Lebel, ouais. Le Lebel aussi. Ouais, parce qu'ils étaient vraiment considérés comme troupes d'élite, à la différence d'autres qui étaient équipés d'armes moins sophistiquées, mais ce sont des troupes d'élite. Ce que je vous propose maintenant, en fait, c'est d'aller... Il y a des figures vraiment importantes en plus des tirailleurs. Il y a des officiers, il y a le capitaine Richard d'Ivry, et il y a surtout le capitaine Guy-Hugo d'Herville. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur sa tombe. C'est relativement assez particulier et remarquable. Merci, Jamel. Merci, Jamel. Là, on va reprendre exactement, en fait, on va être dans les pas de la brigade marocaine. C'est-à-dire qu'il faut imaginer plus de 4000 tirailleurs marocains envahissant complètement le village. C'est du combat au corps à corps, c'est du combat de rue où en fait les Allemands sont... Didier Gross nous expliquait tout à l'heure qu'il y avait plus pratiquement personne dans le village, tous les habitants étaient partis. Donc il y a énormément de combats de rue. Moi j'ai eu la chance avec Raymond Pesant, un autre historien en fait local, d'aller dans des maisons, il y a encore des traces des tirs et des shrapnels. Donc on imagine en fait ce parcours là qu'on est en train de faire, on est en train d'aller vers Panchard, ces combats de rue d'une violence assez importante. Alors pour aider encore mieux à se représenter, les hommes à pied, tous les officiers, en fait particulièrement, en tout cas à partir de capitaines, en fait étaient sur des chevaux. Donc il faut imaginer ces capitaines emmenant leur compagnie à l'assaut sur leurs chevaux. Particulièrement, alors on a le capitaine Richard d'Ivry dont on pourra montrer quelques photos qui est enterré dans le village à côté d'un sergent il me semble. Ils ont tous été tués. Alors on va parler du capitaine Hugo d'Herville. Le capitaine Hugo d'Herville, pareil, va être sur son cheval lorsqu'il va être touché de plusieurs balles. Et on va le retrouver couché sur son cheval. On va en parler, on va l'évoquer. Donc voilà exactement la route qu'ont pris les tirailleurs marocains. On va arriver à un endroit particulier, puisqu'on sort de Neufmontier, on sort de Choconin, on voit cette plaine et ce qu'on voit devant nous, c'est le bois du télégraphe justement qui va donner sur le petit village de Panchard. Voilà où des combats se sont passés. Il faut imaginer les Allemands en fait à la lisière et dans les bois. Et tout ce qu'il y a autour de nous était envahi en effet par les combats. On imagine très bien ces 4000 hommes chargeant à travers les champs, essayant de prendre le bois du télégraphe. Et on va justement s'arrêter là.
on suit cette route et on va pouvoir découvrir à l'orée du bois un autre point d'intérêt du circuit de la bataille de la Marne. Donc les personnes qui découvriront ce circuit pourront s'arrêter là. Alors j'essaye de ne pas dépasser la limitation. Voilà, on la voit là-bas sur la gauche. C'est la tombe d'Hugo d'Herville sur laquelle on va aller. Mesdames, messieurs, voilà, nous nous trouvons ici devant la tombe en fait du capitaine Hugo d'Herville, capitaine de la brigade marocaine. Et peut-être que mon capitaine, justement, vous pourriez nous en parler un petit peu plus de ce Guy Hugo d'Herville. Eh bien, Guy Hugo d'Herville fait partie d'une grande famille de militaires. Son père est colonel retraité en 1914. Et il va avoir 5 enfants, 4 garçons, une fille. Et sur les 4 garçons, 3 vont embrasser la carrière militaire et malheureusement 3 vont aussi mourir. Et c'est vrai qu'on parle toujours du film américain Le Soldat Ryan, sachant qu'à l'origine c'est pas Ryan, c'est la famille Niland, mais on va voir donc en France le même souci. Et je pense que d'autres familles ont connu aussi ce même... Oui, des décès de fratrie. On le voit d'ailleurs sur les nombreux monuments aux morts qui jalonnent nos communes, où il y a des pans entiers de familles, de noms d'ailleurs qui ont même disparu. Voilà. Donc pour lui, le capitaine Hugo d'Herville, en 1900, il est à Saint-Cyr et il fait partie de la 85e promotion qui s'appelle la promotion de Tchad. Donc il y a déjà un élément qui permet de le rapprocher. En 1902, il va intégrer un régiment d'infanterie à Toulon. Puis en 1905, avec la mission marocaine, il va faire partie de cette mission marocaine. Il sera là-bas en 1907 quand il va y avoir la tutelle avec le Maroc et en 1912 quand on va avoir le protectorat. Partant de là, en tant que militaire, il va officier sur le Maroc, aussi sur l'Algérie. Il va être blessé une première fois, une blessure au ventre et à l'index. Puis 1914, ils vont donc partir pour la France. Un long voyage où ils vont donc se retrouver à Bordeaux. De Bordeaux, ils vont monter sur Chalon-sur-Marne. De Chalon-sur-Marne, ils vont aller sur Amiens. Et d'Amiens, ils vont se retrouver ici. Et c'est là où en effet on évoque depuis le premier épisode les combats de la brigade marocaine. Donc on est vraiment sur un lieu là qui a connu en tout cas des combats extraordinaires. L'idée c'est qu'il faut imaginer les troupes allemandes dans le bois du télégraphe. On est juste entre Choconin, Neufmontier et Panchard. Et là, en effet, on imagine le capitaine à cheval, puisque tous les capitaines avaient été à cheval, emmenant la troupe à l'assaut. Exactement. Et là, c'est ici, à cet endroit, que le capitaine Hugo d'Herville va être touché. Oui, il va donc, comme vous le disiez, en tant que troupe, on va dire troupe d'élite, il part sur son cheval, accompagné de ses tirailleurs, et il va faire front, rentrer dans les bois, prendre 2 balles. Il va être touché déjà une première fois de 2 balles. Son sergent Coilot va le rejoindre, va être abattu devant ses yeux. Lui va vouloir rester sur le terrain, son cheval est donc mort, il est mort sous lui est gravement touché et il va refuser de quitter son poste. Il va avoir son revolver et il va rester là à se battre. Et donc après la bataille, on va retrouver, et alors petite anecdote, on a évoqué le maréchal Juin, le dernier maréchal à être enterré aux Invalides. En fait, le maréchal Juin qui a combattu en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, un intime de Charles de Gaulle, en fait était lieutenant dans la brigade marocaine, et c'est le lieutenant Juin qui va découvrir. Et une petite anecdote aussi en fait concernant en fait la chevalière de Guy Hugo d'Herville. Car lorsqu'ils enlèvent ses gants pour dégager ses mains, ils le voient une chevalière. Et cette chevalière va être remise à Monseigneur Marbeau qui a organisé en fait tout ce qui est de l'ordre de l'infirmerie, les blessés en fait, qui va organiser au niveau de Meaux. Donc il y a une spécificité, pour cette tombe. J'allais vous le demander, mon capitaine. C'est que il a, dans l'essence, il va en fin de compte adopter une tradition presque britannique, savoir que les soldats britanniques sont enterrés à l'endroit où ils ont été touchés. Donc lorsque le maréchal Juin le découvre, il a un mot, il a écrit de sa main avant de mourir, qu'il veut reposer là où il est mort. Donc
Donc nous sommes devant. Alors, Sa famille va racheter le terrain pour pouvoir l'enterrer. Chaque année, en fait, au niveau des commémorations de la bataille de la Marne, en fait, on a la chance d'être en contact avec les descendants du dernier frère de Guy Hugo d'Herville. Chaque année, en fait, la famille revient aussi. Nouria, c'est aussi à cet endroit-là que tu amènes les familles marocaines pour découvrir la stèle? Tout à fait. C'est un grand moment parce que, bon, je rappelle le parcours aussi d'Hugo d'Herville et de ses faits d'armes et puis son affection aussi pour les troupes marocaines qu'il avait déjà connues au Maroc et c'est pour ça qu'il a tenu à les accompagner. Et c'est un moment voilà, très important de cette étape de la randonnée où spontanément les dames font des you-you, prennent des photos bien sûr. En général on ramène les drapeaux marocains et français à cet endroit-là pour prendre des photos et marquer cette étape. Et donc ce qu'on disait au niveau de la famille, il va y avoir donc 3 frères, donc il va y avoir Guy, Georges et René qui vont tomber. Le seul qui va s'en sortir c'est Alfred. Alfred, très bien. On vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode. On vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3. Vous avez compris qu'à partir du 6 septembre, en fait, les troupes allemandes, voyant arriver la 6e armée, vont se réfugier à un autre endroit sur une ligne de front qui va de Vared jusqu'à Étrépilly. Nous irons dans l'épisode numéro 3, nous découvrirons en fait des lieux encore une fois très symboliques et très importants de cette bataille. Je vais évoquer Chambry, je vais évoquer Étrépilly, Barcy qui va servir aussi. On ira dans l'épisode numéro 3. On tient à remercier encore une fois toutes les associations, toutes ces personnes en fait qui donnent de leur temps, de l'énergie pour en fait la mémoire, évoquer tous ces soldats. Donc évidemment on pense à Nouria et son association France-Maroc, Mémoire France-Maroc, Jamel du musée de Villeroy, on a vu la dernière fois Philippe Braquet. En tout cas merci. Seine-et-Marne 14 avec tous ces soldats du 276e et Histoire et Collection, Didier Gross évidemment, Christophe Tienne, qui nous ont accueillis sur leur commune. En tout cas, on vous remercie beaucoup et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci encore. Merci. Et nous avons, attention quand même. Qui, là notre opératrice. Merci Stéphanie, merci. Parce que là, faut dire quand même, on ne s'en rend pas compte, mais on est dans la boue. Là, certaines personnes sont dans le champ juste à gauche et ils ont de la boue vraiment très, très prononcée. Bonjour, nous sommes en direct du club méditerranéen de Punta Cana. Il fait un temps exceptionnel, n'est-ce pas, Président? Tout à fait, tout à fait. Oui, ils sont obligés de nous vaporiser pour qu'on n'ait pas trop chaud. Tu veux qu'on la coupe? Non, le 5 Vas-y, je te détends. Ah ouais. Sacré infirmier français. Ah oui, celui-là, il a pris beaucoup de soupe. Voilà. Ah ben celui-là aussi. Voilà, oui, bah oui. Il y a des coursives dans le porte-avions. C'est le dernier modèle. C'est le dernier modèle. Ben ça, c'est le de Gaulle. Surtout Ludo. Tu la regardes là-bas. C'est mieux que moi, parce que moi, je suis pas très photo-hygiénique. Quand tu veux. Jacques. Brad Pitt. Brad, reviens avec nous, Brad.